Voici l'extrait d'une conférence de presse donnée par Donald Trump le 7 janvier 2015. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. It might be that you'll have to do something. Donc si vous n'avez pas compris, concrètement, le journaliste lui demande s'il exclut la possibilité d'utiliser la force pour s'approprier le Groenland, et il répond non. Il faut qu'on parle d'un changement fondamental de paradigme qui est en train de se dérouler à une vitesse folle. Les règles du jeu géopolitique, politique, culturel sont en train d'être mises à jour sous nos yeux, ou plutôt, on prend à nouveau conscience de la véritable nature de ces règles, après peut-être quelques années d'illusion. On vit la fin d'une parenthèse historique dans laquelle l'éthique, le droit, les accords et les institutions internationales semblaient jouer un rôle central. Une période durant laquelle on se donnait au moins la peine de cacher la réalité de certains rapports de force sous un vernis de justice ou de moralité, et où parfois on se donnait même vraiment la peine d'être éthique. Une période où l'on ambitionnait une meilleure considération du droit des plus faibles, au moins dans certaines zones du monde, et où on pouvait se dire que les aspirations de justice sociale, de justice internationale, de prise en compte des enjeux liés à l'environnement, aux droits humains, à la protection des minorités, progressaient. Cette parenthèse est en train, de toute évidence, de se refermer, au moins pour quelque temps. Bienvenue dans une nouvelle ère, celle de la puissance décomplexée, de la brutalité assumée. Trump, le président élu de la première puissance mondiale donc, n'exclut pas d'envahir un autre pays. Il part de s'approprier le Groenland, de récupérer le canal du Panama, qui selon lui n'aurait jamais dû être cédé par le président Carter au Panama, et même de transformer le Canada en un simple État des États-Unis, le 51e État. Le pays qui se présente depuis des décennies comme le phare du monde libre, qui depuis la Seconde Guerre mondiale établit de fait les règles du droit international et s'en porte garant, qui se voulait être le gendarme du monde, est en train de basculer. Et ça change pas mal de choses. Alors vous me direz, si on est critique et un brin lucide, les USA n'ont jamais vraiment été des modèles de vertu. Ils ne sont pas signataires des accords internationaux qui ne les arrangent pas. Ils ont renversé secrètement plusieurs régimes démocratiquement élus, ils imposent leurs droits partout dans le monde, et depuis l'invasion de l'Irak, n'ont à peu près que faire des décisions de l'ONU, sauf si ça les arrange. Mais quoi qu'on en dise, on se donnait la peine de justifier une intervention illégale par la morale. L'intervention en Irak était par exemple présentée comme une mission de libération, comme une lutte du bien contre le mal. Aujourd'hui, on s'embarrasse plus de faux semblants. Trump parle crûment d'intérêts stratégiques américains. Fini le vernis moral. Point de souci de justice ou de légalité. Le message est limpide. Nous n'avons que faire de vos règles, de vos institutions, de votre éthique. La seule chose qui compte, c'est la force brute. Si nous voulons prendre possession du Panama et du Groenland, nous pouvons le faire, soyez-en sûrs. Si nous lâchons l'Europe, après avoir tout fait pour la rendre dépendante à notre parapluie défensif, on peut le faire aussi. Et Trump, évidemment, n'est pas le seul parmi les dirigeants actuels à se comporter de la sorte. Netanyahou écrase Gaza, bombarde le Liban, s'empare de territoires syriens, sans égard pour le droit international. Poutine qui envahit l'Ukraine, Xi Jinping qui étend son emprise petit à petit en mer de Chine. Le nouveau jeu géopolitique n'a que faire des règles établies. Et cette logique de puissance brute ne se limite plus aux États. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, manipule l'information mondiale à travers son réseau social X, tout en se présentant comme le grand défenseur de la liberté d'expression. Et Zuckerberg, le patron de Meta, semble lui emboîter le pas. On va y revenir. Face à ces acteurs qui ne cachent plus leur mépris du droit et de la morale, et qui précisément se réclament donc de la liberté de tout faire, de tout dire, et en creux d'exprimer leur propre puissance si bon leur semble, face à eux, s'offusquer ne sert à rien. Donc il est temps de comprendre ce qui joue vraiment en ce moment, et c'est ce que je vous propose de faire maintenant dans ce court épisode, du moins de mon point de vue. Alors, prenons un peu de recul. Cette tension entre puissance et morale, elle n'est pas nouvelle.
D'autres, bien avant nous, ont analysé ce rapport de force, et leurs leçons sont toujours d'actualité. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord admettre une vérité dérangeante pour certains. La force a toujours été le moteur de l'histoire. Le reste, le droit, la morale, les institutions, n'est souvent qu'une façade, ou alors des annexes, ou alors des prétextes. Alors évidemment, parfois, elles viennent avant. Parfois, ce sont les idées qui aboutissent à utiliser la force. Mais tout de même, on peut citer ici Pascal, qui avait bien compris ça. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. On peut prendre l'ONU comme exemple. Sans le soutien des grandes puissances, ces résolutions restent lettres mortes. Et ça vaut évidemment pour l'ensemble du droit international. Il ne vaut que si une force est prête à le faire respecter. C'est bien sûr aussi vrai au niveau d'un État. Une loi sans décret d'application et sans force physique pour la faire respecter, ou au moins la possibilité de faire appel à la force si besoin, ça ne tient pas longtemps. Ça sert à peu près à rien. Au 5e siècle avant notre ère, Thucydide met en scène un dialogue afin d'illustrer ce qui pour lui est une réalité qui traverse l'histoire. La scène se déroule sur l'île de Mélos, une petite cité qui veut rester neutre dans la guerre entre Athènes et Sparte. Les Athéniens, puissance dominante de l'époque dans cette région, viennent leur poser un ultimatum. Soumettez-vous ou disparaissez. Ce qui rend ce dialogue si glaçant, c'est sa franchise absolue. Les Méliens tentent d'invoquer la justice, le droit, la morale. Ils parlent de leur neutralité, de leur droit à l'indépendance, même des dieux qui punissent l'injustice. Et la réponse des Athéniens est on ne peut plus claire. Ils expliquent aux Méliens que la justice n'existe qu'entre égaux. Entre inégaux, c'est le plus fort qui dicte sa loi. Et il conclut donc par cette phrase. Je cite, « Vous le savez comme nous, dans le monde tel qu'il est, le droit n'est qu'une question entre égaux en puissance, tandis que les forts font ce qu'ils veulent et que les faibles subissent ce qu'ils doivent. » Fin de citation. Alors ce dialogue n'est pas qu'une page d'histoire antique. Il éclaire de façon intéressante, je trouve, notre époque et ce qui se passe actuellement. Quand Trump n'exclut donc pas d'annexer le Groenland, quand Poutine envahit l'Ukraine, quand l'Azerbaïdjan envahit le Haut-Karabakh arménien, quand n'importe quel État, en fait, s'impose par la force de son armée, ils ne font que rejouer ce dialogue millénaire. La seule différence par rapport à il y a quelques années, et c'est pour ça que nous feignons l'étonnement, quelle est-elle ? Comme les Athéniens face aux Méliens, certains dirigeants ne prennent même plus la peine de se justifier moralement, comme j'ai dit. Alors pour l'anecdote, les Méliens, qui n'étaient pas d'accord avec cette philosophie athénienne, refusèrent de se soumettre. Athènes rasa leur cité, tua tous les hommes et vendit les femmes et les enfants comme esclaves. Donc c'est une leçon que l'Ukraine d'aujourd'hui comprend douloureusement. Face à une puissance qui ne reconnaît que la force, les appels à la morale ou au droit international ne suffisent pas. Et pourtant, cette déclaration de Trump nous choque. Et pourtant, l'invasion de l'Ukraine nous insurge. Comment peut-on ne pas respecter l'ordre immuable, ne pas respecter la frontière d'un État souverain ? Il me semble que nous avons la mémoire très courte et que nous faisons preuve d'une grande naïveté dont il va vite falloir nous défaire. Ce week-end, je regardais avec ma fille aînée un atlas historique. Ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est que les frontières sont mouvantes. Les empires naissent en conquérant des territoires et meurent en se faisant conquérir. Et c'est en fait ça l'histoire. La carte de la plupart des pays n'a cessé d'évoluer et la plupart des nations sont très récentes dans leur configuration actuelle en tout cas. Et il a fallu des millions de morts et beaucoup de bonne volonté entre États pour renoncer à la guerre et accepter enfin de figer la carte de l'Europe. Et ça n'a que quelques décennies. Et encore, la chute du mur, la fin de Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie, tout ça, c'est extrêmement récent. Et c'est partout pareil. Les frontières bougent sans cesse. Et il est bon de rappeler d'ailleurs que les Européens, si moralistes aujourd'hui, ont envahi le monde entier et dessiné directement ou indirectement presque la totalité des frontières du monde actuel, le plus souvent de manière arbitraire d'ailleurs, ce qui continue d'être à l'origine de tensions à peu près partout. Alors si nous avons vécu depuis peu dans l'illusion que le droit pouvait primer sur la force, c'est que nous sommes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier donc depuis la chute de l'URSS, dans une période
qu'on peut définir comme la Pax Americana, c'est-à-dire un ordre mondial dominé par les États-Unis, dont les contours et le maintien sont définis et assurés par eux. Et dans l'histoire, tout ordre international, toute période de paix relative, a toujours reposé sur l'existence d'une puissance dominante. La Pax Romana, autour de la Méditerranée, la Pax Britannica, et aujourd'hui donc la Pax Americana. Et à chaque fois, c'est la force d'un empire qui garantit la stabilité du système. Pour rappel, j'avais diffusé un épisode sur les principes de la puissance tels que compris par Ray Dalio. Je vous y renvoie pour aller plus loin, mais je vous rappelle ici les grandes lignes telles qu'il est défini. Selon lui, la puissance d'une nation repose sur 8 facteurs principaux qui forment un cycle vertueux. L'éducation et le capital humain qui nourrissent l'innovation, la force technologique et commerciale qui assure la prospérité, la puissance militaire et financière qui permet de projeter sa force, et enfin l'influence culturelle et la résilience institutionnelle qui garantissent la durée. Et donc ces facteurs forment un cycle vertueux. L'éducation stimule l'innovation, qui renforce la compétitivité, qui génère la puissance financière, qui permet d'investir dans l'éducation et la défense, etc., etc. Et c'est ce cycle que les États-Unis ont parfaitement maîtrisé pendant des décennies, et on peut même arguer que jamais une seule nation n'a été aussi puissante à cette échelle, hormis peut-être l'Empire britannique à son apogée, mais je laisse ce débat aux spécialistes. La puissance américaine repose sur un arsenal d'outils sans équivalent dans l'histoire, qui lui permet d'exercer son influence de multiples façons, et c'est intéressant de les avoir en tête, parce qu'on retrouve les différents aspects dans presque tous les enjeux géopolitiques. Donc on va essayer de les avoir en tête. Le premier pilier, c'est le dollar. La monnaie américaine reste l'instrument de puissance le plus efficace. Le dollar représente encore environ 60% des réserves mondiales de change et domine les transactions internationales. Et cette diplomatie du dollar permet aux États-Unis d'étrangler économiquement n'importe quel adversaire en le coupant par exemple du système SWIFT ou en gelant ses avoirs. Et l'Iran, la Russie ou le Venezuela en ont fait l'expérience. Et même la Chine, malgré sa puissance, reste vulnérable à cette arme financière. Et surtout, détenir la principale monnaie d'échange, et la seule monnaie qui permet encore d'acheter du pétrole, permet aux États-Unis de s'endetter à peu près comme ils le veulent, contrairement aux autres pays pour qui l'endettement représente un risque majeur à terme. Le deuxième pilier, c'est la technologie. Donc les USA dominent l'économie numérique mondiale, avec pour seul concurrent donc la Chine. Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, tous ces géants qu'on appelait il y a encore peu les GAFAM, contrôlent nos données, nos communications, nos achats, nos opinions et bientôt, via l'IA notamment, une part croissante de toute notre vie quotidienne. Donc quand les États-Unis veulent affaiblir un concurrent comme Huawei, ils n'ont qu'à lui couper l'accès aux semi-conducteurs avancés ou au système Android. Alors ça le tue pas, Huawei s'en sort bien, mais ça crée pas mal de difficultés. Et donc même si pour le coup les Chinois ont les reins solides, c'est une arme non négligeable. Le troisième pilier, c'est la force militaire classique. Et elle a, avec un budget de défense annuel de plus d'environ 900 milliards de dollars, supérieur donc à celui des 10 pays suivants combinés, l'Amérique maintient une supériorité militaire écrasante. Sa marine contrôle les océans, ses 800 bases à peu près à l'étranger lui permettent de se projeter partout, et son arsenal nucléaire reste le plus sophistiqué, et en termes de R&D et de nouvelles armes, voilà, c'est sans égal encore. Quatrième pilier, le soft power. Hollywood, Netflix, Apple, Amazon, la musique pop, les réseaux sociaux, les universités d'élite. La culture américaine continue encore de façonner les imaginaires dans le monde entier, et l'anglais est de fait la langue internationale. Cinquième pilier, l'innovation. Les États-Unis restent leaders dans la plupart des technologies d'avenir. IA, biotech, spatial, quantique, et la Silicon Valley attire toujours les meilleurs talents mondiaux. Et cette avance technologique nourrit tant leur puissance économique que militaire. Sixième pilier, les alliances. Malgré les tensions, les États-Unis maintiennent le plus vaste réseau d'alliances de l'histoire. OTAN, accords bilatéraux en Asie, les Five Eyes pour le renseignement, et ces alliances démultiplient leur influence et contraignent leurs rivaux. On peut aussi parler de l'extraterritorialité du droit américain qui étend le code américain au monde entier.
C'est notamment pour ça qu'on doit signer un petit papier partout dans le monde quand on ouvre un compte en banque pour préciser qu'on n'est pas citoyen américain, puisque les citoyens américains paient des impôts partout dans le monde et se font traquer. Mais surtout, c'est un outil de pression immense sur l'ensemble des entreprises de la planète, ou presque, puisqu'ils se donnent le droit d'intervenir dans les entreprises à partir du moment où celles-ci ont une activité chez eux. L'Amérique, donc, continue de dominer. Et on se dit, rien de nouveau a priori. Et pourtant, Trump s'est fait élire 2 fois sur un slogan « Make America Great Again ». Refaire de l'Amérique un grand pays. Sous-entendu, on a décliné, il faut nous reprendre. On s'est laissé aller, on a été faible, et on doit redevenir fort. Alors pour comprendre ce désir de force sans contrainte, que symbolise de plus en plus de personnalités clés sur la scène mondiale, il faut qu'on s'attarde, je pense, sur cette idée de déclin, et sur cette peur de la faiblesse. Et ça me semble essentiel, et ça dépasse, vous allez voir, la géopolitique. Alors pourquoi ce retour de la force brute ? 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。 Alors donc ça c'est un discours de Xi Jinping prononcé il y a à peu près 3 ans, dans lequel il dit en gros que la Chine, les Chinois ne laisseront jamais une force étrangère les oppresser, les dominer, les rendre esclaves, et où il prévient que ceux qui essaient de le faire, de s'en prendre à eux, auront leur tête écrasée. Auront leur tête écrasée, précise-t-il, contre le grand mur de fer, la grande muraille de fer que représentent les 1,4 milliard d'habitants de la Chine. Donc en gros, venez pas nous chercher, sinon ça se passera mal. Dans les années 90, les États-Unis ont gagné la guerre froide. L'URSS n'existe plus, il n'y a plus qu'une seule superpuissance, c'est la fin de l'histoire, selon Francis Fukuyama. Il n'y a plus aucune menace, c'est la Pax Americana. La force américaine est si écrasante qu'elle peut se permettre de s'habiller de principes moraux et juridiques, et toujours du même titre auto-attribué de leader du monde libre. Évidemment, tout le monde n'est pas dupe, et des personnalités comme Noam Chomsky, pour ne citer que lui, dénoncent l'hypocrisie du discours états-unien qui ne voudrait, soi-disant, que le bien du monde. Et je vous renvoie à l'épisode avec Noam Chomsky que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Mais soit, l'Empire est bien en place et le monde est stable. Mais aux marges, ça bouillonne déjà. Et puis, les années 2000 ouvrent un nouveau cycle. Les USA se perdent dans des guerres sans fin, suite au 11 septembre, et surtout, la Chine connaît une croissance économique fulgurante et parvient à se développer en étant suffisamment habile pour ne pas totalement dépendre des règles américaines, au moins chez elle. L'Amérique maintient sa puissance malgré les crises, continue, comme on l'a vu, de dominer, mais elle doute. Parce qu'elle est très endettée, parce qu'elle craint le rival chinois, parce qu'elle n'est plus autant respectée, et aussi parce que nombre de ses citoyens se sentent lésés. Le rêve américain semble cassé, la misère sociale augmente, les inégalités aussi, et un sentiment de déclin se propage, alimenté par les réseaux sociaux, par les chaînes d'infos en continu. L'inquiétude de beaucoup de citoyens augmente, la défiance envers l'establishment, envers les médias, envers les scientifiques, les étrangers augmente, et arrive Trump avec son slogan « America First », l'Amérique d'abord, peu importe le prix. Et cette peur du déclassement, cette rage des puissants ou des anciens dominants qui se sentent menacés, on la retrouve partout. La Russie de Poutine est hantée par l'obsession de l'encerclement, par la nostalgie de sa grandeur perdue. Son invasion de l'Ukraine traduit ce mélange de peur et de revanche, et aussi cette méfiance envers l'Occident qu'il juge impérialiste. La Chine, elle, n'a jamais digéré ce qu'elle appelle son siècle d'humiliation, comme le montre l'extrait du discours de Xi Jinping. Et sa montée en puissance s'accompagne d'un nationalisme décomplexé qui inquiète de plus en plus ses voisins. La volonté actuelle du gouvernement israélien d'écraser toute menace potentielle provient du même type de substrat,
la peur de disparaître, de devenir insignifiant, d'être un perdant de l'histoire, pour paraphraser le discours binaire de Trump. Il y a les losers, les faibles, qui se cachent derrière la loi, l'éthique, le droit, et les winners, les gagnants, qui prennent ce qu'ils estiment leur revenir. The winner takes it all, pour paraphraser Abba, comme une mauvaise interprétation de la puissance selon Nietzsche, et on y reviendra. Et cette mécanique dépasse largement le cadre des États, et il faut en dire deux mots. On peut constater qu'en ce moment, partout, les dominants historiques, face à la peur de perdre leurs privilèges, réagissent par une affirmation de plus en plus brutale de leur pouvoir. Les mouvements féministes provoquent un retour de la flamme masculiniste. L'antiracisme suscite la montée du suprémacisme blanc. Les avancées des minorités déclenchent un réflexe identitaire violent des majorités. Et partout, c'est un peu la même chose. La majorité, qui détient encore le pouvoir, l'utilise de plus en plus brutalement par peur de le perdre, et elle ne tolère plus les revendications de minorité. Et le retour du bâton est violent et assez soudain. Et pour illustrer ça, on peut écouter les déclarations récentes de Mark Zuckerberg chez Joe Rogan, le podcasteur phare outre-Atlantique qui a notamment contribué à faire élire Trump et qui sont à ce titre révélatrices. The kind of masculine energy, I think, is good. And obviously, je pense que l'énergie masculine est une bonne chose. La société en regorge. Mais je pense que la culture d'entreprise essaie vraiment de s'en éloigner. Toutes ces formes d'énergie sont bonnes. Et je pense qu'une culture qui célèbre un peu plus l'agressivité a ses propres mérites, qui sont vraiment positifs. Donc après avoir annoncé qu'il arrêtait le fact-checking sous prétexte de souscrire à la liberté d'expression façon Twitter X Musk, il explique qu'il met fin aux politiques d'inclusion de Meta, Facebook. Fini donc toutes ces limitations éthiques, morales, et labellisées comme woke, si on lit entre les lignes. Donc Zuckerberg suit les traces de Peter Thiel, qui était le cofondateur de PayPal avec Musk, de Joe Rogan, de Trump, des masculinistes, et bien sûr de Musk. Il anticipe aussi certainement un revirement politique et se met à l'abri, évidemment. Musk, qui répond par tweet à Justin Trudeau, Premier ministre canadien démissionnaire, tentant d'expliquer que le Canada n'est pas à vendre, ça donne ça. Girl, you are not the governor of Canada anymore, so it doesn't matter what you say. Je traduis. Ma fille, tu n'es plus gouverneur de Canada, alors ce que tu dis n'a pas d'importance. Musk, donc, qui méprise, qui troll, comme on dit, qui fait de l'ingérence partout où il peut, notamment en Europe, en soutenant ouvertement les partis d'extrême droite un peu partout. Et donc, alors que Trump est de retour, concrètement, ça se lâche totalement. Alors certes, pour beaucoup, le balancier progressiste est allé un peu trop loin, et notamment aux États-Unis, pour ceux qui connaissent. Les dérives de la théorie du genre, de la cancel culture, ont traumatisé les enseignants dans les universités américaines qui risquaient de se faire licencier pour un mot maladroit durant un cours, ou simplement un mot mal interprété. Certaines politiques de discrimination positive posaient problème, et les politiques environnementales sont perçues comme des contraintes, et par ailleurs, tout ceci a bien sûr été instrumentalisé pour nier la complexité, utiliser les situations les plus caricaturales, pour présenter le tout comme une vague soupe woke, uniforme, menaçant la liberté et le droit à la puissance. Et donc désormais, en gros, il faut tout jeter avec l'eau du bain. Poutine s'appuie sur un discours de dérive culturelle de l'Occident pour justifier en partie sa politique. Les extrêmes droites jouent sur les peurs en simplifiant le réel, etc., etc. Et les gauches se perdent dans une complexité, dans la volonté de satisfaire toutes les sensibilités, parfois de manière absurde, ou au détriment de la majorité qui se sent donc délaissée, incomprise, voire méprisée, ou menacée donc. Et partout, il suffit de dire que l'on propose l'ordre, le retour aux traditions, la liberté de jouir, de consommer, n'en déplaise aux écolos, peine à jouir, comme pourrait dire Laurent Alexandre, l'affirmation de sa puissance, le droit de se lâcher. Et quelque part, si Trump est intouchable, malgré le procès, les procès, malgré les excès, les mensonges, c'est peut-être qu'il symbolise ce droit à en avoir rien à faire de la morale et de la bienséance. On peut mentir, tricher, être un gros lourd, harceler, être raciste, être un bully, dire tout haut ce qu'on veut sans retenue, même si c'est du grand n'importe quoi. Et si le président le fait,
Alors nous aussi on peut le faire. Au diable la restreinte, le climat, les frontières, les fragiles. On veut de la force. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se lâcher enfin. Trump idolâtre le leadership façon parrain mafieux. Il admire les autocrates, il les envie même, eux qui n'ont pas à s'embarrasser des losers, des faibles, du petit peuple. Il voit le monde comme un mafieux voit une ville, avec des quartiers à se répartir, des zones d'influence à contrôler. Il faut prêter allégeance. L'infidélité est punie. Il ne lui paraît pas anormal que Poutine pousse ses pions dans sa propre zone d'influence et il n'a que faire de l'Europe qui n'est finalement pas son territoire. Et les Européens doivent payer plus s'ils veulent sa protection, sinon tant pis pour eux. En février 2024, lors d'un meeting en Caroline du Sud, il déclare même qu'il encouragerait la Russie à faire ce qu'elle veut avec les pays de l'OTAN qui ne paient pas assez pour leur défense. Et à mon sens, et je me mouille un petit peu, il ne bougera pas le petit doigt si la Chine envahit Taïwan. Ça serait assez logique puisque lui-même souhaite agrandir son territoire. Et que Taïwan, c'est la zone d'intérêt de la Chine. C'est son quartier. Et je l'imagine se disant que c'est tout de même plus simple quand le fort écrase les autres. Et c'est d'ailleurs l'attitude qu'il a toujours eue sans jamais s'en cacher. « You are fired ». Tu es viré, disait-il simplement dans The Apprentice, son programme de télé-réalité pour se débarrasser d'un candidat. Tout comme Musk, son nouveau meilleur ami, s'amusait à virer les gens en direct lors d'une vidéoconférence en arrivant chez Twitter. Dans leur monde à eux, les choses sont binaires. Il y a les winners et les losers. Et c'est tellement plus simple comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de comprendre la dimension psychologique de cette vision du monde. Puisqu'au cœur de cette réaction presque cathartique qu'on observe en ce moment, il me semble qu'il y a souvent la notion d'humiliation. On l'a déjà dit de mots, mais j'y reviens. Trump, humilié par Obama lors d'un dîner de presse en 2011. Humilié par sa défaite en 2020, bien qu'il n'ait jamais reconnu. Humilié par un establishment qui le méprise. Poutine, humilié par l'effondrement de l'URSS et l'expansion de l'OTAN. Zuckerberg, humilié devant le Sénat américain, traité comme un enfant qui aurait fait une bêtise. Musk, humilié dans son enfance et défié en permanence par les régulateurs. Dépité aussi par le changement de sexe de son fils devenu fille, qu'il vit comme une humiliation pour laquelle il blâme, je cite, le virus woke. Les musulmans humiliés par des siècles de colonisation et de déclin. Les Chinois humiliés par la colonisation. Et par ailleurs, certains hommes se sentent affaiblis ou perdus face aux discours et aux revendications féministes ou de genre. Certains blancs ont peur d'être déclassés par des minorités ethniques dans leur propre pays d'origine ou n'acceptent pas le déclassement de l'Occident en général, etc., etc. Et l'humiliation peut être réelle ou simplement ressentie, peu importe. Ça ne fait pas vraiment de différence, même si ça peut paraître paradoxal, évidemment, que certains des puissants, des dominants historiques, ou même dominants présents, se voient en victimes et utilisent leur pouvoir, ou ce qui leur en reste, comme une revanche. Humiliation, peur, pulsion, émotion, passion, intérêt propre. Ça se saurait si c'était la raison qui dirigeait le monde. Mais je dévie un peu, et donc revenons à la puissance et au droit. Je vais vous citer quelques phrases qui illustrent la perception qu'en ont quelques personnages historiques qui ont compté. Ouvrez les guillemets. En politique, la force est le droit. On n'est jamais coupable contre les partis vaincus. Napoléon Bonaparte. Le plus grand bonheur est de vaincre ses ennemis, de les pourchasser, de les dépouiller de leurs richesses, de voir leurs proches en larmes, de monter leurs chevaux et d'embrasser leurs femmes et leurs filles. Gengis Khan. Quand même un bon taré, le Gengis. Les négociations sans les armes sont comme la musique sans les instruments. Friedrich II de Prusse. Les grandes questions de notre temps ne seront pas résolues par des discours et des votes majoritaires, mais par le fer et par le sang. Otto von Bismarck. Le pouvoir politique découle du canon d'un fusil. Mao Zedong. Dans le monde d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas souverain, vous n'êtes rien. Et seuls les forts peuvent être souverains. Vladimir Poutine. La force est le facteur décisif des relations humaines. Elle a toujours été ainsi et elle le sera toujours. Le fascisme ne croit pas à la possibilité ni à l'utilité de la paix perpétuelle. Il repousse donc le pacifisme qui cache une renonciation à la lutte
et une lâcheté face au sacrifice. Benito Mussolini. Le monde n'est pas fait pour les peuples lâches. Le droit réside dans la force crée le droit. Adolf Hitler. Et un peu plus léger pour finir, dans les affaires internationales, être moral aux dépens de la puissance peut s'avérer fatal. Henry Kissinger. Voilà. Tout parallèle évidemment avec les discours actuels où les postures sur l'affirmation de la puissance seraient fortuits. Tout est rapport de force, lorsqu'il s'agit des grands événements du monde en tout cas. Pour imposer des lois qui nous paraissent justes, c'est un rapport de force, puisque ma définition de la justice n'est pas la même que la vôtre ou que celle des autres. Pas forcément. La démocratie, c'est un rapport de force cadré, organisé, avec des règles qui d'ailleurs ne sont pas immuables, puisque parfois les démocraties tombent, lorsqu'une grande force les renverse. Imposer une morale, des idées, une vision du monde, c'est un rapport de force. Si en Occident, par exemple, on a une certaine conception des droits de l'homme, de l'égalité entre les hommes et les femmes, du respect de l'état de droit, de la liberté d'expression, etc., c'est parce que ces idées se sont à un moment donné imposées, et souvent par la force. La morale qui s'installe, celle qui nous paraît normale, c'est celle des vainqueurs. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Alors quel est ce nouveau contexte dans lequel nous naviguons désormais ? Aujourd'hui comme hier, ceux qui dominent le rapport de force, donc, ce sont ceux qui détiennent les outils de la puissance. À l'intérieur des États, ce sont ceux qui détiennent la force physique, mais aussi ceux qui détiennent les canaux d'information, les médias, qui décident des conversations et qui façonnent les opinions. Et là encore, je vous renvoie à Chomsky, à sa fabrique du consentement. Et ce qui doit nous inquiéter, c'est que non seulement les puissants semblent avoir décidé de ne plus y aller par quatre chemins pour s'affirmer, mais aussi qu'ils disposent d'outils et d'une concentration de pouvoir inédits. Jamais dans l'histoire, autant d'outils de domination n'ont été concentrés en si peu de mains. Et les empereurs romains eux-mêmes n'auraient pu rêver d'une telle puissance. Prenons les seigneurs de la tech. Elon Musk n'est pas seulement l'homme le plus riche du monde, il contrôle l'accès à l'espace avec SpaceX, mène la révolution électrique avec Tesla, oriente l'information mondiale avec X, et est en train de créer son propre réseau Internet mondial avec Starlink, et développe sa propre IA, nommée Grok, qui se veut décomplexée, c'est-à-dire libre de toute contrainte morale. Et Musk n'est pas seul. Zuckerberg, qui désormais est aligné sur lui, contrôle les conversations de milliards d'humains. Bezos, Amazon, sait ce qu'on achète, il héberge surtout les données de la CIA et de plusieurs agences européennes, et il lance aussi sa propre constellation de satellites. Google connaît nos questions les plus intimes, nos déplacements, possède nos photos, nos emails, etc. Et les Chinois ont les mêmes acteurs à peu près de leur côté. Et ces nouveaux maîtres du monde peuvent orienter le débat public, influencer les élections, canceller, éliminer la réputation d'individus ou d'entreprises d'un seul clic, et ils ne s'en privent pas. Les ultra-riches d'aujourd'hui ne cherchent plus à donner une dimension morale à leur fortune par un discours philanthropique. La figure du gentil riche à la Bill Gates, quoi qu'on pense de lui, je ne suis pas naïf, cette figure est remplacée par le tech bro, arrogant, qui célèbre la loi du plus fort, cet archétype qui fait de la muscu et du MMA, et que Zuckerberg incarne désormais à la perfection. Sur les réseaux sociaux, la richesse et le pouvoir ne sont pas des tabous, mais des vertus. C'est le triomphe d'une nouvelle aristocratie qui ne cherche même plus à justifier ses privilèges. C'est l'avènement de la plutocratie, alors que toute une partie du peuple demande un retour des figures autoritaires. On réclame de l'ordre, de la sécurité, des certitudes, la fin de certaines dérives aussi, et pour y arriver, on est prêt à sacrifier la finesse et la complexité d'un diagnostic, les plus démunis, parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et pourquoi pas sacrifier la démocratie aussi, puisqu'elle est désormais perçue de plus en plus comme dysfonctionnelle, faible, voire tout simplement ineffective. Mais la puissance, aujourd'hui, c'est aussi évidemment le contrôle des ressources critiques. Les terres rares indispensables à nos technologies, l'eau douce qui se raréfie, les métaux nécessaires aux batteries, l'énergie évidemment.
Et la Chine l'a parfaitement compris, elle qui a méthodiquement construit son monopole sur ses ressources stratégiques. C'est aussi la course à l'espace, la course à l'IA, aux terres agricoles, aux armes, etc. Et cette nouvelle géographie de la puissance dessine un monde plus complexe et plus dangereux que ce à quoi, en tant qu'Européens, nous étions habitués depuis quelque temps. Et ce n'est pas un simple affrontement Est-Ouest, mais une partie d'échecs multidimensionnelle où États et oligarques de la tech se disputent le contrôle de nos vies. Et les États-Unis tentent de maintenir leur hégémonie technologique pendant que la Chine déploie sa toile d'influence économique. La Russie, elle, joue la carte de la déstabilisation, tandis que les géants de la tech, donc, construisent leurs propres empires transnationaux. Et l'Europe, dans tout ça. On va parler un peu de nous. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Alors que les autres puissances affirment brutalement leur force et se délestent même des faux semblants moraux, donc, l'Europe, elle, semble pour l'instant accepter passivement son propre déclin. Après 2 guerres mondiales dévastatrices, l'Europe a cru inventer un nouveau modèle de relations internationales fondé sur le droit, la négociation et la coopération. Un modèle qui devait dépasser la logique brutale de la puissance. Belle ambition, noble ambition, que l'on ne devrait d'ailleurs pas abandonner, et j'y reviendrai. Mais ce faisant, l'Europe a commis une erreur historique. Elle a confondu la fin de ses guerres intestines avec la fin de l'histoire. Elle a oublié que sa paix était garantie par la puissance américaine, et s'est laissée aller à une dépendance. Elle s'est comportée comme ces aristocrates qui, vivant dans leur bulle dorée, oublient les gardiens qui protègent leur grille. Et regardons la réalité en face. L'Europe d'aujourd'hui cumule toutes les faiblesses. Politiquement divisée, incapable de parler d'une seule voix face à la Russie, aux États-Unis ou à la Chine. Économiquement fragile, avec une dette qui a explosé et une désindustrialisation qui s'accélère. Technologiquement dépassée, absente de la course à l'IA, dépendante des plateformes américaines, des usines chinoises, des capitaux du Moyen-Orient, que sais-je. Son modèle social, jadis envié, s'érode, faute de moyens ou d'une bonne gouvernance. Son système éducatif, autrefois excellent, décline, et même son agriculture, pourtant stratégique, devient vulnérable. L'Europe devient petit à petit ce que Kissinger redoutait, un musée à ciel ouvert, admiré pour son passé, mais ignoré pour son présent. Et les autres puissances ne s'y trompent pas. Trump la traite comme un vassal qui doit payer pour sa protection, donc. La Chine la voit comme un marché à conquérir. La Russie la considère comme une proie, testant ses faiblesses en Ukraine. Et quant aux géants de la tech, ils ignorent superbement ces tentatives de régulation et profitent de l'absence de coordination fiscale pour ne pas payer d'impôts. Et ça, c'était avant qu'ils se mettent à faire de l'ingérence. Le réveil est brutal. La guerre en Ukraine vient rappeler que les frontières peuvent encore être modifiées par la force. La dépendance au gaz russe révèle la naïveté d'avoir confié son approvisionnement énergétique à un régime hostile. Le retard technologique face aux États-Unis et à la Chine montre les limites d'une politique de régulation sans stratégie de puissance. Il faudrait faire front commun, se penser en puissance bloc, encore plein de talent, de savoir-faire et de richesse, mais déjà, les divisions apparaissent, en partie instrumentalisées par les autres puissances. Meloni, en Italie, est devenue une proche de Trump et de Musk. Viktor Orban, le président hongrois, prend ses libertés avec Moscou. Et même Christine Lagarde s'est empressée, après les menaces douanières de Trump, de dire qu'il fallait acheter américain. Et je ne détaille pas les influences qataries, saoudiennes, chinoises et autres. L'Europe a de moins en moins les moyens de ses ambitions et semble à la dérive dans ce jeu de rapport de force où l'arme de la réglementation ne suffit tout simplement plus. Et donc, me direz-vous, nous voici face à une contradiction fondamentale. Le moment où nous aurions le plus besoin de retenue, de morale et de coopération est précisément celui où la puissance se déchaîne à nouveau, potentiellement sans limite. Plus nous aurions besoin d'unir nos forces face aux défis globaux, et plus la logique de la puissance nous pousse à la confrontation. Et l'Europe est au cœur de ce paradoxe. Elle doit développer sa puissance pour ne pas disparaître, tout en sachant que la course à la puissance pure mène à l'autodestruction collective. Et ce, pour en avoir fait l'expérience dans une histoire plutôt récente. Comment naviguer dans ce piège ?
La voie européenne actuelle, celle du tout droit et de la coopération naïve, montre ses limites donc. Mais la voie de la puissance pure, celle que choisissent d'autres acteurs, mène tout droit au chaos. Une troisième voie est-elle possible? Alors, je veux continuer de croire que oui. Mais elle exige de repenser fondamentalement notre rapport à la puissance, comme me l'avait d'ailleurs si bien expliqué Richard Heinberg dans un magnifique épisode 75 que je vous proposerai bientôt en version française. Parce que le défi le plus fondamental, en fait, est là. On entre dans une époque où la course à la puissance menace directement notre survie collective. Le changement climatique en est une illustration parfaite. On sait que la compétition effrénée pour les ressources et la croissance ne permettra pas de réduire nos émissions. Et pourtant, aucune puissance ne peut renoncer unilatéralement à cette course sans risquer de s'affaiblir au point de devenir insignifiante et de ne plus peser donc sur la trajectoire collective, voire de perdre sa souveraineté. Et il faudrait en théorie aller vers une décroissance choisie, c'est ce que je pense, mais dans ce jeu global, qui prendra le risque de cet affaiblissement économique? Attention donc à ne pas se perdre dans une utopie. Et c'est le piège ultime. Chaque acteur est poussé à maximiser sa force immédiate, même si la somme de ses comportements nous conduit à l'effondrement total. La Chine le sait, elle qui devient simultanément le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables et le premier émetteur de CO2. Mais elle aussi, finalement, est contrainte par ce jeu. Et je me dis ici que l'Europe a peut-être une carte à jouer. Inventer une nouvelle forme de puissance, plus robuste sur le long terme, quitte à sacrifier la performance à court terme, pour paraphraser Olivier Hamon. Une puissance qui ne serait plus fondée sur la domination pure, mais sur la capacité à résoudre les défis globaux, tout en se protégeant des ingérences extérieures. Une puissance qui combine force militaire et leadership écologique, autonomie technologique et innovation sociale. Une puissance qui ne sacrifie pas son ambition de moralité. Mais pour ça, encore faut-il regarder notre faiblesse en face, comprendre la nature des nouveaux rapports de force, et se dire clairement que le temps des illusions est terminé. Alors je voudrais terminer par une note philosophique. Au terme de cette petite analyse, une chose est claire. La puissance reste le moteur de l'histoire. La parenthèse donc où l'on prétendait la soumettre au droit et à la morale, comme je l'ai dit en introduction, est en train de se refermer sous nos yeux. Mais ce discours de la force brute prend des formes inédites, plus sophistiquées et peut-être plus dangereuses que jamais. Et l'enjeu donc n'est plus seulement géopolitique, puisqu'on assiste à l'émergence d'une nouvelle forme de pouvoir, où États et acteurs privés se disputent le contrôle de technologies qui peuvent remodeler la société elle-même. La question n'est plus seulement de savoir qui sera la prochaine superpuissance, mais quelle forme de puissance façonnera notre avenir. Et c'est d'autant plus crucial qu'il n'y a plus de phare pouvant nous éclairer de manière évidente, plus vraiment de projets concurrents suffisamment crédibles et solides auxquels se raccrocher et à opposer aux libertariens, aux autoritaires, aux transhumanistes. En tout cas pour le moment. Alors comment ne pas tomber dans ce piège de la dévalorisation des belles idées de progrès humain, d'équité, de respect du vivant, de mesure, de sagesse, qui sont aujourd'hui raillées par cette nouvelle caste hégémonique qui parvient à convaincre une masse de plus en plus critique de citoyens, parce qu'elle en a les moyens et parce que l'heure aussi est à la confusion et au doute. Et c'est ici que la pensée de Nietzsche devient particulièrement intéressante, lui qui a précisément analysé ce moment où la puissance se libère de toute contrainte morale. Mais sa réflexion est bien plus subtile que ce qu'en retiennent nos nouveaux maîtres du monde. L'interprétation erronée de Nietzsche repose sur une lecture superficielle de certains passages provocateurs. Et les partisans de la force brute citent volontiers des extraits comme, par exemple, « Rien n'est vrai, tout est permis » ou encore « Vivre, c'est essentiellement dépouiller, blesser, violenter le faible et l'étranger ». Et dans « Par-delà le bien et le mal », ils piochent des phrases qui semblent justifier leur vision. Le monde vu de dedans, le monde déterminé et désigné par son caractère intelligible, serait justement volonté de puissance et rien d'autre. Mais cette lecture est en fait une caricature qui trahit profondément la pensée nietzschienne. Pourquoi ? Parce qu'en piochant quelques phrases ici et là, elle confond la critique de la morale traditionnelle avec une apologie de la force brute. Quand Nietzsche critique la morale, ce n'est pas pour justifier la domination des forts sur les faibles. Il dénonce ce qu'il appelle la morale des esclaves, qui naît du ressentiment. Ceux qui se sentent faibles
inventent des règles morales pour contraindre ceux qu'ils perçoivent comme forts. Mais, et c'est là le point crucial, pour Nietzsche, les véritables forts, ce ne sont pas ceux qui dominent par la violence ou la contrainte. Dans Ainsi parle Zarathustra, il écrit, ouvrez les guillemets, « Ce qui est fait par amour se fait toujours par-delà le bien et le mal. » La vraie force pour lui est créatrice. La volonté de puissance authentique n'est pas une pulsion de domination, mais une force vitale qui pousse au dépassement de soi. Qu'est-ce qui est bon ? Demande-t-il. Tout ce qui élève chez l'homme le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance elle-même. Et notez bien, il parle d'élévation, pas d'écrasement. Les forts qu'il célèbre ne sont pas ceux qui accumulent pouvoir et richesse par peur du déclassement, ni ceux qui dominent les autres par anxiété. Ce sont ceux qui ont la force d'inventer de nouvelles valeurs, de nouvelles façons d'être. Ouvrez les guillemets. Créer, c'est la grande délivrance de la souffrance, et ce qui rend la vie légère. Fermez les guillemets. En d'autres termes, la vraie puissance, selon Nietzsche, n'est pas celle qui domine par peur de sa propre faiblesse, mais celle qui crée par amour de la vie et confiance en sa force. Et l'ironie est donc totale, puisque ces nouveaux maîtres du monde qui se réclament de Nietzsche, qu'ils soient oligarques, tech ou autocrates, incarnent exactement ce qu'ils critiquaient. Une volonté de puissance née de la peur et du ressentiment. Leur accumulation frénétique de pouvoir, leur besoin de dominer, leur mépris affiché des faibles, des losers, tout ça trahit non pas la force véritable, mais une forme de faiblesse compensatoire. Et cette clarification est importante pour nous, Européens, ou même Québécois ou Africains francophones, si vous nous écoutez, à l'heure où notre capacité à peser sur la trajectoire du monde s'érode dangereusement. Parce qu'elle montre que la vraie puissance n'est pas dans la domination brutale ni dans l'accumulation anxieuse, mais donc dans la capacité à créer du neuf, du nouveau. Notre faiblesse actuelle, donc, pourrait devenir notre force si nous savons la transformer dans un élan créateur, inventer un nouveau modèle de développement, de vivre ensemble, écologique et solidaire qui répondent aux défis du XXIe siècle. Mais comment faire ça, me direz-vous ? La question est brutale. Comment lutter quand les outils même de l'influence, plateformes numériques, algorithmes, réseaux sociaux, sont aux mains d'autres puissances ? Comment se ressouder quand nos sociétés sont travaillées par des forces de division, souvent, comme je l'ai dit, alimentées de l'extérieur ? Comment protéger nos modèles quand nous dépendons des autres pour notre défense, notre énergie, nos technologies ? L'histoire nous enseigne que, face aux puissants, la résistance frontale est souvent vouée à l'échec. Mais d'autres voies existent. La résilience qui épuise l'adversaire, l'innovation qui change les règles du jeu, les alliances qui rééquilibrent les forces. Hannah Arendt nous rappelle que le vrai pouvoir n'est pas la domination mais la capacité d'agir ensemble. Foucault nous montre que la puissance la plus efficace est celle qui transforme les structures mêmes du réel. Et tout ça exige un double mouvement. D'abord, retrouver les moyens concrets de notre autonomie. Capacité militaire, souveraineté technologique, résilience économique. Sans ça, tout le reste n'est que vœu pieux. Mais ensuite, et c'est là que Nietzsche redevient crucial, utiliser cette force retrouvée non pas pour dominer, donc, mais pour créer, pour inventer de nouvelles façons de faire face aux défis existentiels qui menacent à terme tous les empires, même les plus puissants. Et en ce sens, d'ailleurs, les incendies qui dévastent les beaux quartiers de Los Angeles en sont une belle illustration. Personne n'est vraiment à l'abri lorsque la société ne tient plus et que les éléments se déchaînent. Donc la question n'est plus de savoir si nous pouvons résister à la puissance brute, nous ne pouvons pas dans son propre registre. La vraie question est, pouvons-nous inventer une forme de puissance différente qui ne soit pas prisonnière du piège de la domination ? Et l'Europe, si elle retrouve sa force, pourrait montrer qu'il existe une alternative, non pas la puissance qui détruit pour dominer, mais celle qui crée pour survivre ensemble. Et pour ce faire, il serait bon de trouver les ressources pour être lucide, mais aussi pour cesser d'avoir peur. Les ressources pour nous permettre de créer de nouveaux liens face à tout ce qui se défait. Il y a des solutions pour ne pas dépendre des plateformes, pour ne pas vendre nos terres, notre patrimoine, nos savoir-faire, pour créer des monnaies alternatives, pour retrouver de l'autonomie, pour ne pas céder. Et c'est ça qui me rend malgré tout confiant. Alors tout ça, ça ne dépend pas de moi, évidemment, ni de vous, mais on peut toujours faire quelque chose à son petit niveau,
pour pousser dans le sens de la puissance du lien et pourquoi pas de la sagesse, pour refuser aussi de tomber dans une forme de cynisme qui nous ferait dire qu'il n'y a pas d'alternative et qu'il nous faut prêter allégeance donc à ces néo-seigneurs. Et je parviens à comprendre pourquoi certains ont peur ou sont en colère. De mon point de vue, il y a eu des excès dans ce qu'on pourrait appeler la bien-pensance, même si je n'aime pas ce terme caricatural, des excès au nom de l'inclusion, de la morale, etc., parfois instrumentalisés par des intérêts peu glorieux d'ailleurs, pour gagner des voix, par peur de déplaire ou de se faire soi-même canceller. Quelques excès dans la radicalité, une forme de censure même parfois, qui ont hérité nombre de gens et offert une opportunité aux conservateurs de parler d'une perte totale de repères et d'un besoin d'en revenir aux anciennes valeurs, celles des anciens groupes dominants, donc. Est-ce qu'on n'était pas mieux quand chacun était à sa place, n'est-ce pas? Les femmes à la cuisine et les hommes à la mine ou au bureau ou au bistrot. Ou on ne peut plus rien dire, c'était mieux avant. On connaît toutes ces phrases. Mon analyse est que ces excès, aussi déplorables soient-ils parfois, et je pense notamment à ceux, par exemple, qu'en subit J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, pour un tweet maladroit, ces excès sont inévitables dans les luttes. On peut aussi les voir comme nécessaires pour élargir la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire ce qui est acceptable dans le débat public, et faire avancer des causes in fine justes, si tant est que l'on sache s'accorder sur ce qui est juste, évidemment. Si nos sociétés sont globalement moins racistes, moins misogynes, plus écolos, plus ouvertes et tolérantes qu'il y a 30 ou 40 ans, enfin je crois, c'est parce que certains, en poussant très loin, ont rendu acceptable ce qui ne l'était pas. Si Martin Luther King a été écouté et que ses demandes ont paru être finalement raisonnables, c'est aussi parce qu'à côté de lui, il y avait un Malcolm X et des Black Panthers aux revendications bien plus radicales. Mais un retour de balancier était à attendre, et personnellement, ça fait quelque temps que je le vois venir, depuis Trump, depuis Peter Thiel, Steve Bannon, Bolsonaro, Modi, Erdogan, depuis la montée des pulsions autoritaristes, en même temps que la faiblesse, la paresse et parfois l'inconséquence du camp progressiste. Et maintenant, donc, il ne tient qu'à nous de faire en sorte que ce balancier ne reparte pas totalement dans l'autre direction. Voilà, ça fait pas mal de choses. J'espère que ça parle pas trop dans tous les sens. Je voulais réagir à ce qui est en train de se passer devant nous. C'est mes vœux de bonne année en quelque sorte. Et désolé de ne pas vous proposer un plan d'action précis. Peut-être tenir ses principes, résister à nos pulsions d'écrasement de l'autre, paraît être un bon début. Être soi-même une personne à l'écoute, ouverte, vertueuse même, pourquoi pas, qui ne cède pas à ses peurs, qui ne cède pas à la quête de la puissance pour la puissance. Je me dis encore qu'il y a une voie à défendre autour d'un idéal de noblesse de cœur, d'honnêteté intellectuelle, de mesure, d'empathie. Ce qui ne veut pas dire être naïf ou faible, même c'est tout le contraire, il me semble. Notamment parce que tendre vers ça est difficile. La facilité, c'est la brutalité, c'est l'intolérance, c'est le statu quo, c'est le laisser aller. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse méditer tout ça. Je ne fais encore une fois que partager un instantané de ma grille de lecture, donc du moment. Comme toujours, faites-en ce que vous voulez, et ceci n'est pas la vérité absolue. Voilà, de mon côté, je repars manger du popcorn en regardant ce monde de fou, absurde parfois, et malgré tout magique, si on sait où porter son regard. Portez-vous bien, et mille merci en passant à tous les nouveaux donateurs, nouvelles donatrices qui se reconnaîtront. Vous êtes formidables, et je suis sûr que votre générosité vous donne un teint radieux pour ce début d'année. Merci. Et je vous laisse pour finir avec 2 citations à méditer. La première de Nietzsche, encore lui. « Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. » Et la seconde de Marc Aurèle. « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. » Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez 3 moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. À très vite, merci.
Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer?